sur ce plateau de l'autre journal, les gens d'FM, City FM, LCF, X Solaire, etc., voilà des médias qui ont été fermés par la HAC sous des prétextes fallacieux. Aujourd'hui, la situation continue et la menace plane sur la tête des hommes de médias. Ferdinand, il y a quelques jours, notre confrère Carlos Queteo s'est retrouvé devant, ou bien au SCRIC, parce qu'il a publié un article qu'on appelle délit de presse. Non mais c'est un délit de presse, ça devait être réglé autrement, il ne devait pas se retrouver au SCRIC. Je pense que nous sommes en train de vivre une situation assez préoccupante pour les médias, les journalistes que nous sommes, et cela nécessite forcément que nous levons le ton. Parce que un pays où il y a plus de journalistes, c'est un pays qui sera plongé dans l'obscurité totale. Et visiblement, certaines personnes qui sont parfois dérangées par les journalistes, je parle de dérangées dans le bon sens, veulent créer une situation pour museler la presse. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Et sur le cas Carlos, je pense qu'on est resté sur les principes. Parce que nous n'avons pas à nous ingérer dans le fond de ce que le confrère a écrit. On ne sait pas comment il a eu ces informations, de qui il parle, comment il se justifie lui-même. Mais le fait qu'il ait publié une information jugée diffamatoire par l'autorité et qu'on lui est parti du temps d'une convocation, alors qu'il ne s'est pas encore présenté à la convocation, on est allé le chercher la nuit, Manu Militari en plein couvre-feu. C'est scandaleux et c'est inacceptable. On ne peut pas traiter un journaliste comme ça. On le garde à Antigank ou bien au SCRIC pendant quelques jours et puis après on le relâche et que c'est la HAC qui prend la suite du dossier, qui demande qu'on retire son récépissé, qui demande à la justice de retirer son récépissé en référé. Je pense que c'est cette procédure-là que nous dénonçons. Nous ne disons pas que nous les journalistes, nous sommes au-dessus de la loi. Nous ne disons pas que nous les journalistes, nous pouvons nous permettre de faire ce que nous voulons. Mais nous savons que notre corporation est régie par une loi, tout comme la corporation des magistrats, comme la corporation des avocats, comme la corporation des huissiers. Une loi qui détermine la procédure qu'il faut pour punir quelqu'un qui est en infraction, si je peux parler ainsi. Alors, c'est le gouvernement même qui a voté cette loi, qui a fait voter cette loi par le Parlement, qui a fait même des modifications à un moment donné quand il sentait que bon, il y avait des failles. Il n'y a pas longtemps, les modifications ont été faites à Palimé, réadoptées, et que c'est le même gouvernement qui viole la loi. Mais vous ne pouvez pas gérer un pays avec les humeurs, en disant bon, Luc Abaki m'a offensé, parce que c'est moi qui tire le pouvoir, allez le chercher en attendant de voir quelle loi on va l'appliquer. Non, si Luc Abaki m'a offensé, je prends mon calme et je demande que la procédure qui est recommandée soit suivie pour que Luc Abaki réponde de ses actes. Je ne vais pas taper sur le point de la table et dire allez me l'arrêter. Pourquoi il a écrit ça? Non, c'est cette façon brutale de gérer le pays que nous dénonçons. C'est ça qui fait que nous ne sommes pas d'accord. Et donc, c'est ce que nous dénonçons dans le processus qui a conduit à l'arrestation de Carlos et puis après à sa mise à disposition de la HAC. C'est comme on a commis une bévue, après on dit à la HAC il faut légaliser ça. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est ce que nous avons dénoncé. Et puis après, bon, cette histoire a suscité tous les débats. Et on remarque que de plus en plus, les espaces de liberté sont en train de se fermer pour la presse. Vous avez cité la liste des journaux qui ont été fermés, des médias depuis 4 ou 5 ans. C'est hallucinant et c'est inquiétant. À cette allure-là, on se retrouverait un matin sans aucun média indépendant capable d'apporter la contradiction dans le pays. Oui, vous avez déjà suivi cette situation. Ouais. Vos médias LCF et City FM ont été fermés par la HAC. Tout à fait. Ben lui, justement, là, c'était fermé par la HAC. Et aujourd'hui, la même HAC se rend compte qu'il faut recourir à la justice parce qu'à l'époque, c'est ce que nous avions dénoncé. Nous avons dit, mais écoutez, nous sommes soit dans une république ou dans une république bananière où les lois sont foulées à pied et au gré des humeurs des gens parce que la loi dit clairement que pour retirer les fréquences ou en tout cas les droits d'émission à
un organe de presse, ça passe nécessairement par une décision de justice. C'est ce qui n'avait pas été fait. Bon, maintenant après une audience contradictoire. Absolument. Bon, maintenant que la HAC elle-même se rend compte que on avait raison à l'époque, on se demande si elle va se raviser pour nous rendre ce qu'elle nous a retiré. Bon, cela dit, je pense que Ferdinand a dit quelque chose de très important. Nous ne sommes pas en train de revendiquer une position au-delà de la loi. C'est-à-dire que nous sommes des citoyens, nous nous reconnaissons comme tels, mais notre fonction est régie justement par un code. Pour la petite histoire, récemment, j'étais en train d'aider un ami qui avait un problème avec la justice, et dans le dossier, il y a un lieutenant qui était impliqué. Et donc, le juge qui s'occupait du dossier en confidentiel me disait, mais écoutez, tu sais, le complice là, il croit qu'il fait la bouche. Si ce n'est pas que pour le prendre, il faut que je m'adresse, j'écrive au ministère de la Défense, etc., pour avoir l'autorisation. Mais lui aussi, je l'aurais pris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge reconnaît à ce militaire une protection, un statut particulier qui l'empêche justement de le traiter comme il traite un citoyen lambda, qui n'est pas couvert par un code ou un statut particulier. Voyez-vous? Donc, je pense que c'est pour ça que le gouverneur lui-même a décidé de donner à chaque corporation, en tout cas à certaines corporations essentielles de la République, un code particulier. Je ne comprends pas alors pourquoi, lorsqu'il y a délit ou une situation, en tout cas qui concerne un journaliste, on remet en cause le code en question et on procède par la loi, en tout cas le SCRIC, l'anti-gang, etc. Je ne comprends pas. Est-ce que c'était pour nous dire que les institutions qui sont mises en place pour réguler la presse et protéger les journalistes ne sont pas efficaces dans leur action? Si c'est le cas, il faut les dissoudre. C'est clair et net parce que nous, on ne peut pas comprendre que nous puissions jouir quand même, enfin, nous puissions avoir une réglementation dont nous ne pouvons pas jouir. Et ça, je ne comprends pas et je veux bien. Il semblerait que le ministre de la Communication a fait une intervention où il disait que, voilà, où il dit que la limite entre le délit de presse et le délit pénal est très mince et que chaque fois qu'il y a eu délit de presse et qu'on constate que quand c'est établi, la HAC reprend. Mais en fait, qui établit la nature de l'infraction? Déjà, même le fait que vous apparteniez à une corporation, ça veut dire que la priorité devait être donnée à votre institution de régulation qui, lorsqu'elle commence à faire l'action, on se rend compte que non, ça dépasse sa dimension, qu'on peut retrouver, enfin, le volet pénal. Ou bien, maintenant, comment il se fait que le journaliste publie un article, à la limite, il est faux, c'est un délit de presse. C'est clair, ça relève de l'évidence. Donc, on ne peut pas défendre l'indéfendable dans cette circonstance-là. Je pense que c'est une bévue, c'est une maladresse qu'il faut corriger absolument. Et ça, nous l'avons dénoncé et nous le dénoncerons toujours parce que nous devons être jaloux de nos acquis. Et c'est ce que nous voulons aussi de nos institutions. J'ai dit que la HAC, avant même de récupérer ce dossier, aurait dû dénoncer ce qui s'est passé avec le journaliste Carlos Guetton. Parce que justement, elle doit être jalouse de ses prérogatives. Elle ne peut pas être une coquille vide qui va subir les desiderata d'autres institutions et puis donc venir donc juste couronner ou achever ou consacrer de façon même encore plus sévère ce qui a été déjà entamé. Moi, je crois qu'il y a un problème en tout cas. Je pense que c'est une longue bataille. La bataille pour les espaces de liberté dans ce pays a été une longue bataille, une bataille acharnée que certains de nos aînés ont menée, que nous avons repris après. Rappelez-vous, quand dans ce pays, lorsqu'il y avait cette association, à l'époque SOS Journalistes en danger, nous avons organisé des manifestations, on a été reprimés. Nous avons fait même des sittings sur l'article 497 qu'on a insidieusement inséré dans le code pénal, qu'on utilise aujourd'hui pour menacer les journalistes, soit disant que quand un journaliste écrit par exemple sur les réseaux sociaux, il est considéré comme un homme ordinaire. Or, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le prolongement des activités de journaliste. Si vous êtes journaliste, vous avez une carte de presse, on vous connaît un organe. Mais les autres fenêtres que vous disposez, c'est les réseaux sociaux. Ne pas le connaître, ne pas le savoir, c'est souffrir d'une inculture totale. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là veulent forcer les choses depuis quelques jours. Parce que ce que le ministre a dit,
je pense qu'il est en train d'aller sur un terrain très glissant. Et lui qui vient de le dire, nous sommes très jaloux de nos acquis. Et tous les ministres qui ont voulu faire la guerre à la presse dans ce pays, ils se sont cassés les dents. Parce que la presse reste le dernier rempart de ce pays. Dans tous les domaines. La justice n'existe plus, le pouvoir exécutif, bon, le législatif, personne n'en parle. La presse est devenue le seul rempart aujourd'hui quand les gens sont brimés, c'est vers la presse qu'ils vont. Donc si quelqu'un vient commencer par faire du juridisme, parce qu'ils sont professeurs agrégés d'université, vient nous dire que la frontière entre le délit de presse et le délit pénal est mince, comment est-ce que quelqu'un qui écrit dans un journal, qui tient une carte de presse, qui s'exprime dans un journal, on va dire que parce qu'il a écrit dans un journal, ce qu'il a dit, même si c'est faux, il tombe sous le coup du code pénal. Ça sort d'où ça? Et ça, c'est des gens qui sont au gouvernement, qui sont des juristes, professeurs d'université, qui viennent nous raconter des choses comme ça en pleine conférence de presse à la suite du Conseil des ministres. Je pense que nous avons un problème avec nos soi-disant universitaires ou intellectuels. Aujourd'hui, leur préoccupation, c'est de se faire enrôler dans le gouvernement, manger un peu, et puis après, ils viennent défendre des choses qui ne sont pas justes. Ce qu'il a dit là est extrêmement grave. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais nous ne sommes pas agrégés en droit, mais nous avons participé à beaucoup de formations et de séminaires pour adopter la loi. Nous savons ce que la loi dit, et c'est notre domaine. Puisque c'est notre domaine, nous continuons de l'étudier tous les jours pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Celui qui écrit dans un journal, qui tient une carte de presse, quand ce sont les cris qu'on lui oppose, c'est le délit de presse. On ne va pas nous dire que c'est parce qu'il a écrit que c'est faux qu'il tombe sur le coup du code pénal. Il faut arrêter ces inepties-là qui ne font même pas honneur à ceux qui essaient de sortir ces arguments-là. Ceci étant, nous allons continuer de nous battre, en fait, pour préserver nos acquis. C'est vrai que de temps en temps, ils essaient de les rogner un peu. C'est pour ça qu'ils ferment les médias qui sont plus ou moins indépendants. On n'en a plus tellement. Mais nous trouverons toujours des astuces pour exister. Parce que nous existons pour tout le monde, en fait. Il y a des gens dans ce pays qui ont persécuté la presse. Au bout de leur carrière, c'est la presse qui leur a servi de refuge. Il y a des gens dans ce pays qui en veulent aux journalistes, mais quand ils ont eu le monde pépé, c'est les journalistes qui ont volé à leur secours. Donc, ceux qui viennent d'arriver et qui pensent que bon, c'est eux qui font le monde là, qu'ils comprennent que nous sommes sur le terrain depuis et que nous savons comment le terrain, comment on agit sur le terrain, quoi. Vous voyez. Et donc, je pense que ce débat doit être mené avec beaucoup de calme, puisqu'ils ont annoncé au Conseil des ministres qu'ils vont revoir les conditions d'attribution de la carte de presse. Je présume que cela cache quelque chose, parce que la manière dont ce projet de loi est arrivé brusquement, après ce qui s'est passé avec notre confrère, ça veut dire qu'on veut passer un tour de vis dans les choses. Je suis pour que si des gens font des bêtises, il faut leur appliquer la loi. S'il y a des gens dans la presse qui font des chantages à des citoyens, des gens qui tiennent des dossiers, qui disent si vous ne donnez pas l'argent, on va écrire sur vous, des gens qui inventent des histoires, ils tombent sous le coup de la loi. C'est normal. On ne peut pas les défendre. Mais en même temps, il ne faut pas dire oui, c'est parce que ça existe qu'il faut changer les lois à chaque fois qu'il y a une dérive pour fermer les espaces de liberté. Là, ça ne serait pas vraiment bon et je pense que nous tous, on sera bien obligés de réagir. Maintenant, notre métier, ce n'est jamais facile nulle part. Que vous fassiez le travail de journaliste ici ou ailleurs, il y a toujours les risques. De toute façon, il n'y a pas de métier sans risque. Donc, nous avons choisi de le faire. Nous le faisons selon la mesure de nos moyens. S'il y a des risques, on assume. Par exemple, lorsque j'ai été convoqué le samedi au SRI, ou bien au SCRIC, c'est comme ça qu'on l'appelle. Lorsqu'on m'a appelé, de dire, bon, d'abord on m'a envoyé un SMS, que bon, de rappeler, et telle personne. Donc j'ai rappelé, on m'a dit, bon, écoutez, on va vous rappeler dans une heure de temps, dans 5 minutes. On m'a rappelé au bout de 40 minutes. On a dit que, bon, on a une convocation pour moi, c'était samedi. Et puis, bon, mais on dit, bon, on a eu une discussion, où est-ce que je prends la convocation? J'ai dit, bon, on n'arrivait pas à s'entendre. J'ai dit, bon, je viens. Voilà. Parce que je me reproche quoi? Je viens. Les gens disent, il ne faut pas aller. Je dis, mais non, attendez. Il faut montrer quand même que dans ce pays, il y a certains qui ont vaincu la peur. Parce que si même tu vas là-bas, on t'arrête. Peut-être qu'on va te garder 1 semaine, 2 semaines, même si c'est 2 semaines, on te relâche, tu vas continuer ton travail. Mais si nous avons peur, parce qu'il y a un soldat devant nous, parce qu'il y a quelqu'un devant nous, on ne fera rien dans ce pays. Donc, je suis allé. Et donc, gentiment, j'ai salué qui je peux, j'ai décliné mes identités, on a pris ma carte, on a pris toutes les identités, les références, des parents, tout. J'ai dit, bon, voilà, c'est moi. Donc,
on m'a ramené une convocation. J'ai dit, bon, c'est à propos de quoi? On dit non, c'est pour une enquête judiciaire, on ne peut pas me dire. Pourquoi pour le moment? Si je viens lundi, on me dira. D'accord, j'ai dit merci. Je suis parti. Donc, je suis allé, on ne m'a pas enfermé. Je suis parti, j'ai pris ma convocation. Et donc, je suis rentré j'ai fait quelques courses, je suis rentré à la maison. Et vers 19h, on m'a rappelé de revenir. J'ai dit, mais il fait nuit. On a dit non, qu'il y a eu l'urgence, il faut que je revienne. Je retourne. On me pose quelques questions, justement sur un post que j'ai fait sur Facebook. On a fait une discussion. Et après, on dit, bon, voilà, la hiérarchie, on ne me dira pas si c'est la hiérarchie militaire ou la justice a décidé de retirer la convocation. Donc, il faut que je ramène la convocation. Et j'ai ramené la convocation, ils ont déchiré la convocation devant moi. Je suis rentré chez moi. Donc, moi, je n'ai pas à avoir peur pour un acte que je pose et que j'estime que, bon, voilà, je suis dans mon bon droit. Si demain, je pose un acte, par exemple, vous avez vu l'histoire de procès au Petrol Gate, je suis allé, je suis resté devant le juge pendant tout le temps. Le juge a parlé, ce que j'ai dit ce que mes avocats ont dit, on nous a condamnés, on a fait appel. On va poursuivre ça jusqu'à la Cour suprême, si on ne nous donne pas raison. C'est de la même manière que si, dans ce pays-là, il y a des gens qui pensent que, bon, ils vont jouer à nous faire peur, il faut qu'on leur démontre qu'on ne va pas avoir peur. Parce que nous sommes là pour tout le monde. Si on ne commence pas à avoir peur, on va tous quitter le pays. Et ils vont prendre le pays. Ils vont prendre le pays. Donc, notre travail n'est pas facile. Parfois, vous êtes à la maison, la famille a peur pour vous, les amis ont peur pour vous, les gens vous appellent, faites attention. Mais, écoutez, si nous tous on a peur, qui va finir par... Je ne sais pas si c'est moi, peut-être c'est mon passé d'activiste qui fait que, bon, je n'ai pas peur de ces choses-là. Moi, il m'est arrivé d'introduire des tracts dans une caserne. Donc, moi, je n'ai pas peur de ces choses-là. Vous voyez, donc nous, on est des têtes brûlées. Vous voyez, on est des têtes brûlées. Donc, c'est pas ça, ces choses. Le soldat ne tape pas du poing sur la table. Moi, je fuis, non. Moi, je le regarde et puis je lui dis, bon, qu'est-ce que vous avez à me dire? Je réponds gentiment et puis après, bon, je ne sais pas, on est des humains. Après, si je pose un acte qu'on veut me garder, on me gardera. Il y a 3 ans, j'étais aux États-Unis, je devais rentrer, les gens ont dit, ne rentre pas, qu'on va t'arrêter. Les gens ont pleuré. Les gens même qui m'ont mené à l'aéroport ont dit qu'on va... Je dis, mais les gars, moi, je rentre au pays. S'il y a un truc là, moi, je ne vais pas rester en exil ici. S'il y a un truc là, ils vont m'arrêter, après ils vont me relâcher. J'arrive au Ghana, j'étais dans Bruxelles, là, quelqu'un dit descends ici, là, tu vas rentrer par la frontière, façon, là. Je dis, mais c'est quand ils vont m'arrêter, même comme ça, que ce serait grave. Voilà. Je vais rentrer normalement. Et ce qu'ils vont faire, ils le feront, mais à la fin, moi je rentrerai chez moi, même s'ils me gardent après. Et après, je resterai dans le pays. Donc, si nous tous on a ce courage-là, d'affronter les épreuves, de leur faire comprendre que nous sommes prêts à assumer nos actes, je pense qu'ils vont comprendre qu'ils ont affaire à des gens qui sont capables de tenir devant eux. Et ça vaut pour la classe politique. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont fui le terrain et on ne les entend que pas dans les audios. Ils n'ont aucun impact sur la situation politique. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai que leur vie était en danger, mais ils auraient pu régler ça autrement. Ils auraient pu régler ça autrement. Donc, moi, c'est ce que je pense. Et la question de la presse doit vraiment nous préoccuper. Et Lucas dit l'essentiel. Et nous devons être sur nos gardes. Si, d'aventure, on veut prendre encore des dispositions scélérates pour mettre encore plus de pression sur la presse, nous serons obligés de réagir. Nous avons aussi nos organisations que nous mettons en contribution à l'international, parce que le pouvoir aujourd'hui a besoin, parce qu'il y a des notes qu'on donne à chaque pouvoir, parce qu'aujourd'hui, on nous a dit oui, dans le Millennium Challenge, on a fait des progrès au niveau de la presse, tout ça là. Si vous commencez par serrer les vis, on va aussi dénoncer ça, et puis on verra bon la suite. Voilà. Non, mais je pense que sur cette question, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut dire encore. D'abord, il faut que le gouvernement comprenne qu'il est de son intérêt de préserver la liberté de presse. Comme il a dit, parce qu'il est noté à l'international pour la liberté de presse qu'il donne. Et puis ensuite, ça le couvre lui-même, parce que la presse n'est pas là pour tel ou tel individu, tel ou tel camp politique, etc. La presse doit servir à éclairer la lanterne de tous les citoyens, y compris les gouvernants eux-mêmes. Il a fallu que la presse révèle un certain nombre de dossiers pour que des dispositions puissent être prises au niveau du sommet de l'État afin de réajuster un certain nombre de choses. Donc, regarder la presse en chaîne de faïence, la considérer comme un ennemi, je pense que ce n'est pas un acte d'intelligence. Il a parlé tout à l'heure de la peur. Justement, ça rejoint justement cette question. Armée, nation, réconciliation, armée, nation. Il faudrait que le citoyen, en voyant l'homme en tenue, puisse le voir comme un citoyen qui le protège, plutôt que quelqu'un qui muselle ses droits à lui.
Justement, il en est de même pour la haute autorité qui, lorsqu'elle te convoque aujourd'hui, tu as le sentiment que tu vas là-bas à un tribunal où on va te cisailler de façon... Mais je pense que la haute autorité, au-delà de sa vocation de régulation de la presse, a cette responsabilité de protéger la presse. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'elle aurait dû dénoncer ce qui s'est passé à l'égard de Carlos, parce que ce n'est pas normal, voyez-vous. Donc il est fondamental vraiment que le décideur puisse comprendre qu'il est de son devoir de préserver les libertés publiques. Parce que lorsque les citoyens sont épanouis émotionnellement, intellectuellement, ils sont en mesure de contribuer mieux au meilleur devenir du pays, plutôt que d'être animé par cette peur permanente où tu te recoquevilles et tu ne te déploies pas pour contribuer au devenir du pays. Donc c'est fondamental que le gouvernant puisse comprendre qu'il ne peut pas gouverner en marge de la volonté du peuple, en marge des aspirations profondes du peuple. Et je crois que dans le dernier discours du président de la République, lui-même a dit que la gouvernance, ou je veux dire que le projet de développement d'une nation est un projet commun qui engage la contribution de tous les citoyens. Cette phrase me paraît fondamentale, je l'ai caricaturée, et je l'ai plutôt transcrite. Donc, il faut qu'il l'applique en comprenant qu'on n'est pas obligé d'être des suiveurs. Et être suiveur, même ça n'arrange pas le décideur, parce que c'est avec nos contradictions qu'on dégage la substance qui permet d'asseoir les socles d'une démocratie, assainir donc les principes de gouvernance qui permettent donc d'assurer un meilleur devenir du pays. Donc vraiment c'est fondamental, et nous sommes très jaloux de nos acquis et on n'entend pas céder par rapport à toutes les gesticulations qu'on observe. Cela dit, comme il a dit, on n'est pas dans la complaisance. Si le journaliste s'est rendu coupable d'un délit reconnu comme tel, mais il assume. Et mais la haute autorité a des moyens coercitifs nécessaires pour le mettre hors d'état de nuire. Et que vraiment ça, personne ne va gesticuler sur le sujet. On ne peut pas transiger là-dessus, parce que nous-mêmes, on a envie de jouir d'une certaine fierté et montrer qu'un journaliste, c'est un modèle. On est en train d'inspirer, d'irradier la connaissance. Ça, c'est important. Ça ne nous fait pas plaisir d'avoir deux livrets parmi nous. Et donc, s'il y en a, évidemment, il faut les nettoyer, mais par les méthodes qui sont prescrites par la loi. Point. Oui, il y a un constat, un constat, et c'est un peu déplorable. Aujourd'hui, le débat que nous menons ici, les associations professionnelles de la presse n'arrivent pas à mener ce débat-là aujourd'hui. Après Carlos, tout le monde s'est tué, et puis ça passe comme ça. Bon, je pense que les associations, les organisations de presse, c'est aussi là un problème. Et je ne veux pas leur faire le procès, mais ce qui se passe généralement, ce qu'on entend dire, c'est que bon, quand il y a une situation comme ça, on essaie de faire les couloirs pour essayer diplomatie de couloir pour essayer d'obtenir des résultats ou d'adoucir la position de l'autorité. Vous ne faites pas de diplomatie de couloir quand quelqu'un est en train de violer la loi, ou bien quelqu'un est en train de vous prendre votre liberté. Vous dénoncez. Peut-être que c'est leur choix, c'est leur méthode de travail, et peut-être que ça fonctionne. Mais personnellement, je n'ai pas cette approche de la chose. Nous, on a été formés dans le monde des activistes, vous comprenez, université, mouvement et tout ça. C'est action, réaction, tu vois. Donc, nous, c'est ça. Il n'y a pas à discuter de... Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats. On n'a pas à discuter de midi à 14h pour dire que, bon, quand moi j'ai un ami ou bien un confrère qui est dans les mains de la gendarmerie, pendant qu'il ne mange pas, il ne boit pas là-bas, je ne reste pas dans mon coin pour dire que j'essaie d'aller demander pardon à quelqu'un pour qu'on le libère. Je vais crier. Même si je vais aller crier devant sur la place publique pour qu'on le libère, je vais crier. Donc, malheureusement, nos organisations n'ont pas cette approche-là. Il y a beaucoup de choses qui sont par exemple dans la presse togolaise qu'il faut déplorer. Moi j'ai fait plein de propositions. Les gens pensent qu'on est là, on ne fait rien, mais moi j'ai fait plein de propositions aux responsables d'organisation. Visiblement les gens ont d'autres préoccupations. Moi j'ai dit par exemple, écoutez, nous avons des organisations de presse. Elles savent se réunir quand il faut aller partager l'argent. Quand il y a un bitos ou bien un business qui sort quelque part. Par exemple, à la fin de l'année, on nous a appelés ici, pendant qu'on était en congé, pour nous dire que oui, que le ministère de la Communication, justement, celui qui dit qu'il n'y a pas de frontière entre machin là, qu'il y a un 10 millions qui traîne là-bas, et qu'on voulait débloquer 150 000 à chaque organe pour accompagner le couvre-feu. Essayer de sensibiliser la population pour le couvre-feu. Mais on leur a dit d'aller se faire foutre.
Quand ils nous ont appelés, on a dit d'aller se faire foutre. Parce que même en temps normal, nous, on ne fait pas ça. Et on n'a pas besoin d'argent pour faire ça. Et les gens ont fait ça. Et on leur a distribué 150 000 francs. Et c'est dans ça que vous voyez les associations. Vous imaginez que nous avons 30 ans des organisations de presse. Nous n'avons pas de maison de presse au Togo. C'est une honte pour toute la sous-région. Les autres pays sont venus s'inspirer du Togo quand le Togo avait la maison du journalisme pour aller construire les maisons de la presse. Le Togo n'en a pas. Nous avons, je ne sais pas, il y a un bâtiment qui est totalement délabré là, dans le quartier du Massé, c'est là-bas, à la lisière des rails, et une maison abandonnée qu'on présente comme la maison de la presse. J'ai dit aux organisations, écoutez, comme on nous dit que ce sont les dames qui sont arrivées et que ce sont les dames qui font la politique de M. Fogna Sibé, que les dames vont nous aider à développer le pays, faites une délégation, allez voir la présidente de l'Assemblée nationale, exposez-lui les problèmes parce que c'est là-bas qu'on vote le budget. Allez voir Madame la Première ministre, dites-lui que bon, écoutez, Madame, vous avez un siège pour le gouvernement, l'Assemblée a un siège, telle personne, telle institution a un siège. La presse qui représente une vitrine de la démocratie n'a pas de siège. Nous avons besoin que vous nous octroyiez de l'espace pour faire un projet, construire une maison de la presse. Personne ne bouge. Moi, j'ai fait cette proposition, je l'ai fait depuis, personne ne bouge. Quand les nouveaux ministres sont arrivés, j'ai encore fait ça, personne ne bouge. Je leur ai dit, allez leur demander ça. Et puisque c'est difficile de voir Fogna Sibé, allez chez les dames là. Vous allez venir faire une conférence de presse. S'ils ne vous reçoivent pas, nous allons leur déclencher la guerre. Et ils vont comprendre que la presse aussi a sa place dans ce pays. On va leur déclencher la guerre. Vous savez, quand vous écrivez un article là, quand ça leur fait mal là, le matin, les gens vous appellent de partout. Pour dire, oh, pourquoi tu écris ça? Pourquoi tu écris ça? Ça leur fait très mal. Donc on va leur déclencher le fatwa, comme les musulmans disent là. Et on va leur mener 2 semaines de guerre. Et ils vont comprendre que nous avons besoin d'avoir une maison de la presse. Mais quand vous exposez ça, vous pouvez même mettre ça sur papier, vous donnez aux organisations. Ils ne font rien. Parce que les gens sont dans les petits arrangements entre amis, on prend les associations, on fait les petits séminaires bidons, on prend de l'argent, on va paliner, on se promène avec les filles, et puis ça s'arrête là. Ça veut dire que la corporation même ne les préoccupe pas. Je suis bien obligé de dire ça avec beaucoup de sévérité. Vous voyez? Et donc, ça fait vraiment mal de voir que la presse togolaise est carrément dans je ne dirais pas, en termes d'infrastructure, tout ça, dans les caniveaux. Vous ne pouvez pas recevoir un ami venant de l'étranger ici pour lui montrer où se trouve la maison de la presse au Togo. Vous avez vu la maison de la presse à Dakar, vous avez vu le centre Norbert Zongo au Burkina, vous avez vu la maison de la presse à Abidjan. Les Ivoiriens sont venus aussi s'inspirer du Togo. Et donc, moi, je lance un appel ici, solennellement, aux organisations de presse et puis à ceux qui gouvernent le pays, que la honte que les gens viennent voir ici, là, c'est la honte à nous tous. Si eux, ils construisent ce pays, les gens en partant parleront bien d'eux avant de parler des Togolais. Mais eux qui sont au pouvoir, qui ne veulent rien faire, pour eux, être au pouvoir, c'est juste passer en ville avec des motards, et puis retourner à la maison. Ça dit que c'est la honte de tout le pays. Et donc, moi, ça me fait mal qu'on soit là, que nous ayons une force, parce que la presse c'est une force, et qu'on ne les exerce pas pour mettre pression sur les gouvernants, pour que les gouvernements puissent lâcher du reste. Et c'est dommage, cette question est la bienvenue, mais bon, moi je ne suis pas à la tête des organisations, je n'ai pas envie d'y être. Donc voilà quoi. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Bon, c'est vrai que pour cette fois-ci, on peut se réjouir qu'à la suite donc, de l'interpellation un peu musclée de Carlos, l'ensemble de ces organisations se sont réunies pour sortir au moins un communiqué pour dénoncer dès le départ. C'est vrai que par la suite, on n'a plus rien entendu. Ce que nous aurions souhaité, c'est de comprendre, mais pourquoi les journalistes sont obligés de se regrouper dans une organisation? C'est justement pour mieux protéger et défendre leurs droits, leurs intérêts. Malheureusement, on a comme l'impression qu'une fois qu'on fait une élection pour élire un bureau, bon, chacun va à ses occupations. Et puis, la préoccupation, comme il a dit, c'est finalement, c'est la survie des individus, plutôt que de nourrir une vision à court, à moyen et à long terme pour la presse elle-même. Et ça, c'est très grave parce que c'est vrai, aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans les bonnes grâces d'un décideur et vous avez des portes ouvertes là-bas. Vous arrivez à aller, bon, il vous donne quelque chose. Ça, c'est pour votre survie. Mais au même moment, c'est que vous vous clochardisez. C'est-à-dire que votre aura, le pouvoir que vous détenez, vous ne l'assumez pas et donc vous ne représentez plus rien. Toujours, c'est l'union qui fait la force. Mais cette union-là doit être une union franche et sincère où on mutualise nos forces
pour pouvoir donc mener des actions qui portent mieux. Voyez-vous? Donc d'ici, j'interpelle justement l'ensemble de ces organisations de presse pour que chacun comprenne qu'on a un devoir de contribuer efficacement au meilleur devenir de ce pays-là, en assumant avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme nos responsabilités, de telle manière que l'autorité qui est en face puisse nous prendre au sérieux. Parce que si au même moment, justement, les gens se rendent compte coupables de ces genres de délits où on menace quelqu'un, bon, on chante, on fait chanter des gens pour pouvoir voilà, avoir quelque chose, sinon on publie un article sur toi, etc. Tout ça là, ça ne fait que galvauder ou dévoyer même nos compétences, nos acquis et tout ce qui devait, même notre pouvoir à lui-même. Donc tout ça, il faut rester droit. Quand vous êtes droit, vous assumez vos responsabilités. Dans la dignité, vous pouvez faire face à quiconque et lui parler droit dans les yeux, comme Ferdinand l'a dit. Lorsqu'on te convoque, tu n'as rien à te reprocher, mais tu y vas. Moi-même, lorsque j'étais à la télévision LCF, j'ai diffusé un documentaire qui concernait la vie de la prison civile de l'homme. Oui. Mais j'ai reçu une convocation. Oui. J'ai souri. Je suis allé là-bas sans avocat et personne d'autre. J'ai garé ma voiture. Je suis allé me présenter. Bon, voilà, on m'a posé des questions sur mes responsables. J'ai dit, mais je réponds fondamentalement de tout ce qui est diffusé sur ma chaîne. Et si quelqu'un va en travers de mes prérogatives, je le vire. Ça, je l'ai dit au commandant. Et donc, dans les échanges, bon, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la peine de me convoquer parce qu'on était à la veille des journées portes ouvertes sur la prison civile. Quand on parle de journées portes ouvertes, ça veut dire que chaque individu peut aller voir ce qui se passe là-bas. Et nous, en tant que médias de relais, nous avons trouvé le moyen, justement, de raccourcir le travail aux gens en diffusant ce qui se passe là-bas. Pourquoi je dois faire l'objet d'une convocation? Et donc, on s'est entendu, on a dit, bon, mais allez-y, je suis parti. Donc, il faut être professionnel, rigoureux dans ce qu'on fait, pouvoir assumer ce qu'on fait. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez regarder, comme je l'ai dit, droit dans les yeux, tout le monde, et lui parler comme vous l'entendez. Parce que vous êtes convaincu de la pertinence et en tout cas du réalisme de l'action que vous êtes en train de mener. Et un point, c'est tout. Vous êtes libre. Merci, messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Le temps nous talonne. Ferdinand, vous conclure cette émission? Non. Comme nous avons discuté de la presse en troisième position, j'aimerais beaucoup plus inviter le nouveau ministre de la Communication, à travailler beaucoup plus sur la question des infrastructures au niveau de la presse, notamment la maison de la presse, qui est une préoccupation, qui est une honte nationale, que de chercher rapidement à modifier des dispositions de la loi pour pouvoir museler les journalistes. C'est une bataille qui sera perdue d'avance pour lui et pour tous ceux qui l'insistent à rentrer dans ce couloir-là, parce que dans ce couloir-là, les journalistes tirent sans sommation, quoi. Et je sais pas, les journalistes ne font pas de cadeaux. Et donc, ils sont jeunes. Ils sont des jeunes universitaires qu'on a amenés dans le gouvernement. Il faut qu'ils marquent leur passage positivement en posant des actes que les gens vont garder, plutôt que de commencer par dire, de faire du juridisme, de sortir des arguments en disant on maîtrise le droit, donc on va faire ci, on va faire ça. Vous n'avez pas de maison de la presse. Si vous avez un ministre du Sénégal qui arrive ici, et qui vous dit, mais la presse togolaise, la presse privée, comment elle se porte? Est-ce qu'on peut visiter les infrastructures? Votre maison de la presse, vous, ministre de la Communication Togo, vous l'amenez où? C'est un problème comme ça qu'il faut régler, plutôt que de venir nous faire du juridisme ou bien de parler gros français, vous voyez. Et donc, on n'a pas des gens de vision. On a des gens, ils sont là, juste parce que, bon, voilà, on les a cooptés pour être au gouvernement, ils ont commencé par s'agiter et faire des trucs, quoi. Donc, moi, c'est le conseil que moi, je voudrais bien lui donner, que s'il veut marquer son passage là, il y a des choses plus importantes à faire, des choses à plaider auprès de leur chef que à venir nous décrypter ou bien détricoter la loi. Vous voyez, et donc c'est ce que moi j'ai dit. Vous voyez l'état de la télévision togolaise, ça fait honte. Vous voyez l'état de Togo Presse. Je suis désolé de le dire, Togo Presse est le seul quotidien en Afrique qui sort toujours blanc-noir avec des photos qui datent du Mathusalem. Quand vous voyez les photos, vous imaginez que c'est un journal qui sort en 2021. Vous allez croire que c'est quand on a commencé par imprimer la presse dans les années 1800. Et ça fait honte. Et ça, c'est un quotidien gouvernemental. Et donc, il y a des problèmes à régler pour rehausser même l'image même du pays, plutôt que d'aller regarder dans les lois où est-ce qu'on peut passer pour coincer les journalistes qui dérangent. Voilà ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup, Luc. Alors, merci beaucoup. Je pense que dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, il y a un mot qui est régulièrement revenu, ou une expression, c'est la gouvernance concertée.
ça veut dire qu'on repose la philosophie de gouvernance sur l'implication de l'ensemble des acteurs dans chaque domaine. Je considère donc que si cette philosophie, ils sont vraiment mus par cette philosophie-là, ils doivent comprendre qu'avant de prendre des dispositions, des mesures, ou quoi que ce soit concernant chaque corps ou chaque organisation dans ce pays-là, ils vont d'abord se concerter avec les acteurs, parce que ce sont des acteurs qui peuvent exprimer le mieux les aspirations du domaine, et c'est à partir de là que vous pouvez bien comprendre la portée des décisions que vous êtes en train de prendre. Pour enchérir justement dans ce domaine de la presse, où nous avons l'impression qu'il y a des dispositions coercitives qui sont en train d'être prises pour museler la presse, pour limiter les marges de manœuvre de la presse. Je pense que ce ne sont pas des méthodes qui sont recommandables, en tout cas en ce 21e siècle, pour un pays qui aspire à asseoir une démocratie. Sur ce plan, franchement, je pense qu'il faut que les gens respectent les engagements qu'ils prennent, ou du moins les déclarations publiques qu'ils font, parce que nous, en tant que journalistes, nous sommes obligés de prendre les gens au mot et de leur rappeler leur engagement toutes les fois qu'ils ont tendance à les heurter. Donc cette gouvernance concertée me paraît fondamentale. Il faut qu'elle soit traduite dans les faits et dans tous les domaines de la gestion du pays. Voilà le premier point que je pourrais évoquer. Le deuxième, parce qu'on a parlé justement des élections et tout le recul et tout ça, je pense qu'il ne sert plus à rien en ce 21e siècle de vouloir torpiller les lois, de vouloir museler des dynamiques unitaires, de bâillonner tout ce qui est constructif parce qu'on veut être dans le fauteuil présidentiel. Parce que si vous constatez, on a parlé d'un besoin de débat éclairé. Mais pourquoi on ne les a pas? C'est parce qu'en amont, l'officiel ou le décideur fait en sorte à n'avoir que des courtisans. De telle manière que même à l'Assemblée nationale, des gens ne sont pas capables d'assumer leurs paroles, d'assumer une vision et de contredire des décisions qui se font là. Ce ne sont pas des actes qui me paraissent nobles et héroïques que de rester comme ça sans qu'il y ait de la contradiction. Il faut qu'il y ait de la complémentarité à tous les niveaux, et je pense que pour cette nouvelle année et cette nouvelle gouvernance, en tout cas qui concerne le Togo, que les gens comprennent qu'on a besoin de la contribution de tout le monde. Et chaque fois que nous formulons des critiques, ce n'est pas contre un individu, c'est pour des causes, et des causes nobles qui visent l'intérêt supérieur de la nation. Voilà ce que je pourrais dire. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Était avec nous Luc Abaki, il est journaliste chroniqueur, l'ex-DG du groupe Sud Média, LCF et CTFM. Merci Luc d'avoir Merci beaucoup, ce fait un plaisir. Et nous espérons que vous passerez plus souvent sur notre plateau. Je suis d'une disponibilité incontestable. Il était également avec nous Ferdinand Ité, il est directeur de publication du journal L'Alternative. Merci Ferdinand. Merci Isidore, merci à Luc. Merci à tout le monde derrière les caméras, le technicien principal Marc Azanban et Henri. Merci à vous messieurs et à la prochaine.